Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. La solidarité du Maroc envers le peuple palestinien s'illustre à nouveau par la reconstruction de l'hôpital d'Al-Quds dans la bande de Gaza, démoli lors de l'agression israélienne fin 2008, début 2009. Il retrouve aujourd'hui une nouvelle vie grâce à un financement marocain. La situation sanitaire toujours alarmante. 123 patients sont décédés aujourd'hui des suites du Covid. Et les cas graves continuent leur train de dossier, mettant sous pression le personnel soignant au service de réanimation. Et pour gagner le pari de l'immunité collective, le Maroc table sur la vaccination massive qui concerne également les 18 ans et plus à la veille de la rentrée universitaire. Nous aurons d'ailleurs avec nous en direct la présidente de l'université Hassan II de Casablanca qui nous parlera des conditions sanitaires de la rentrée et surtout du nouveau système de bachelor. Et à Dakhla, reportage découverte grandeur nature. La Perle du Sud est une destination qui ne désemplit pas, même en temps de pandémie. Ses sites naturels, son potentiel de sport de glisse et son patrimoine culturel et historique sont des atouts avérés. À la une, la solidarité du Maroc envers le peuple palestinien qui prend des formes multiples. Dans la bande de Gaza, l'hôpital spécialisé d'Al-Quds a été inauguré hier après avoir été reconstruit et équipé grâce à un financement marocain. Cet hôpital avait été détruit lors de l'agression israélienne contre la bande de Gaza fin 2008, début 2009. Mohamed Aitleshgar pour les développements. L'hôpital spécialisé de Gaza, de nouveau flambant neuf. Doté d'une capacité de 102 lits, il comprend désormais 8 salles d'opération et divers services de spécialité. Détruit lors de l'agression israélienne contre la bande de Gaza fin 2008, début 2009, l'hôpital spécialisé a été reconstruit et équipé grâce à un financement marocain. C'est Sa Majesté le roi Mohammed VI qui a fait reconstruire ce grand hôpital dédié à résoudre les problèmes complexes de santé. Effectivement, à la suite de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, Sa Majesté le roi Mohammed VI avait présidé à Fès la cérémonie de signature de 2 conventions, dont l'une portait sur la reconstruction de l'aile détruite de l'hôpital d'Al-Quds. L'établissement est aujourd'hui doté d'équipements et dispositifs médicaux modernes. Il est dirigé par un personnel médical qualifié de haut niveau. Il comprend notamment un service de soins intensifs et un service d'obstétrique et de gynécologie équipé selon les normes élevées. L'hôpital propose plusieurs services de soutien médical, dont un laboratoire, une pharmacie et un centre de radiologie. L'hôpital a été visé directement par les bombardements israéliens en 2009. Le voilà reconstruit, opérationnel en cette année 2021. Ouvert aux patients palestiniens, il est pluridisciplinaire et il permettra aux citoyens palestiniens de ne plus avoir à chercher à se faire hospitaliser en dehors de la bande de Gaza. La cérémonie d'ouverture de cet hôpital s'est déroulée en présence du chef du bureau de représentation du Maroc à Ramallah et de plusieurs hauts responsables palestiniens. La fabrication et la mise en seringue du vaccin anti-Covid au Maroc va certainement aider à lutter contre la pandémie en Afrique. Ce sont les propos du directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine en visite à Rabat, où il s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le responsable africain a salué l'ampleur de la campagne de vaccination au Maroc qui a déjà vacciné plus de 45% de sa population, ce qui en fait le premier pays en Afrique. Écoutez ces déclarations. Une visite de solidarité et coopération pour exprimer notre soutien à toutes les activités que le Maroc est en train de mener pour lutter contre le Covid-19. Et en commençant par les dons que le Maroc avait donnés au niveau de l'Union africaine pour aider au moins 20 pays pour combattre le Covid-19 l'année dernière. C'était aussi une discussion autour d'un projet de fabrication des vaccins contre le Covid-19. J'ai appris que d'ici quelques mois, le Maroc va commencer à fabriquer des vaccins
contre le Covid-19. Ça va certainement aider la lutte contre le Covid-19 au niveau du Maroc, mais aussi au niveau continental. On a aussi discuté de stratégie vaccinale contre le virus pandémique de Covid. Le Maroc a déjà vacciné autour de 45% de la population. C'est le premier pays en Afrique qui a une couverture vraiment importante, qui est comparable avec ce que nous avons vu dans les pays européens. Donc, nous sommes ici pour apprendre et voir dans quelle mesure d'autres pays en Afrique peuvent bénéficier de cette expérience. Les chiffres de la situation épidémiologique des dernières 24 heures, un record de décès, 123 patients ont succombé au virus et 9041 nouvelles contaminations. 422 patients dans un état grave ont été admis en réanimation en seulement 24 heures, ce qui porte le total des cas sévéro-critiques à 2374. 81 patients sont intubés. La campagne de vaccination, elle, continue sur sa lancée. Elle s'accélère visiblement. 16 740 875 personnes ont bénéficié de la primo-injection, pendant que près de 12 millions sont complètement vaccinés. Une situation sanitaire très inquiétante. Les experts tirent la sonnette d'alarme face à la flambée de contamination et des décès. La courbe est loin d'être sur un plateau, bien au contraire. Elle poursuit son rythme effréné. Les cas graves aussi qui affluent sur les services de réanimation. Une situation inédite que nous n'avons pas vécue lors des précédentes vagues. Oumema Ramli nous en fait le point. Hier, 18h, ils étaient près de 2400 cas critiques sous nos cieux. Autant de personnes qui luttent pour leur vie dans des salles de réanimation où des fois les lits manquent. Depuis 2 semaines, la pression sur nos hôpitaux galope. Le nombre des cas critiques et sévères admis dans les salles de réanimation et de soins intensifs a augmenté de 126%, tandis que celui d'occupation des lits dédiés aux malades du Covid a atteint les 50%. Ces pourcentages sont parlants de la gravité de la situation. La sonnette d'alarme est tirée. Cette flambée des cas graves et critiques a entraîné une vague de décès inédite. Le nombre des décès a progressé de 36%, passant de 502 à 682 par semaine. C'est le pire bilan enregistré au Maroc depuis le début de la pandémie. Une tendance à la hausse notée également du côté des cas positifs, plus 20%. Des indicateurs au rouge portés par un variant Delta ravageur. Seule zone d'espoir, la campagne de vaccination qui affiche une forte adhésion, y compris des jeunes. Déjà, plus de 28 millions de doses ont été injectées et 11 millions de personnes sont complètement vaccinées. La situation sanitaire compromet plusieurs secteurs, dont celui de l'enseignement et de la formation. La rentrée scolaire et universitaire, c'est dans quelques semaines. Et pour assurer une rentrée exempte autant que possible des dangers liés au Covid, la campagne vaccinale s'est élargie aux 18 ans et plus. Une campagne qui connaît d'ailleurs une bonne réactivité auprès de cette catégorie d'âge. Une vaccination massive dans les rangs des étudiants et des stagiaires de la formation professionnelle dans la perspective de la rentrée universitaire prévue début septembre. Une rentrée que l'on souhaite sûre et dans un contexte pandémique plus rassurant. C'est un des axes que nous abordons tout de suite en direct avec notre invitée, professeure Awatif Hayar, présidente de l'Université Hassan II de Casablanca. Madame, bonsoir. Le département de tutelle avait invité l'ensemble des étudiants et des stagiaires à se faire vacciner pour une reprise dans les meilleures conditions possibles, pour une rentrée réussie, loin de tout risque. Comment se prépare en ce moment la reprise au niveau de l'université ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, nous sommes en pleine préparation pour une rentrée universitaire réussie et dans les meilleures conditions sanitaires. Donc, suite à la décision du ministère de la Santé d'élargir la campagne de vaccination aux plus jeunes, donc 18 ans et plus, et suite au communiqué de notre ministère de tutelle, de l'Éducation nationale, formation professionnelle, enseignement supérieur et recherche scientifique,
scientifique, donc qui a appelé les étudiants à se faire vacciner et à recevoir la première dose. Donc toutes les universités marocaines se sont mobilisées pour relayer cet appel et on a affiché cet appel, ces communiqués sur tous les canaux de communication de l'université, les sites web, les environnements numériques du travail, sur les pages Facebook. Donc nous avons relayé massivement cette campagne dans tous les établissements des universités, donc à l'université Hassan II de Casablanca, dans les 18 établissements. Nous avons nous sommes rentrés en contact avec les autorités sanitaires et territoriales pour identifier aussi les lieux des centres de vaccination dans les différents quartiers où se trouvent nos établissements, pour relayer aussi cette information au niveau des canaux de communication. Et nous avons appelé nos étudiants à se faire vacciner et parce que c'est un devoir national et que c'est à leur tour de contribuer à cet effort national, à cette participation pour lutter contre la propagation du Covid-19, notamment dans le contexte actuel avec tous ces variants qui se propagent très vite dans les milieux des jeunes et donc dans les milieux étudiantins. Donc, nous sommes rentrés en contact avec les associations des étudiants pour relier l'information et sensibiliser très massivement les étudiants pour qu'ils se fassent vacciner. Bon, bien évidemment, c'est volontaire, mais nous comptons sur le sens de responsabilité de nos étudiants qui ont témoigné d'un grand sens de responsabilité justement depuis 1 an et demi, depuis le début de la pandémie. Ils ont été exemplaires, ils ont respecté les protocoles sanitaires. Donc, nous comptons énormément sur eux pour qu'ils aillent se faire vacciner et aussi pour qu'ils soient aussi les porteurs de cette bonne parole de vaccination et auprès de leur famille et dans les milieux où ils se trouvent. Donc, c'est ce que nous sommes actuellement en train de faire. Alors, professeur, depuis le déclenchement de la crise sanitaire, la formule de l'enseignement supérieur a changé. Apprentissage à distance ou hybride. Est-ce qu'on va continuer sur ce schéma, vu les indicateurs épidémiologiques qui clignotent en rouge depuis plusieurs semaines maintenant ? Oui, tenant compte de la situation actuelle et vous savez, les derniers communiqués des autorités sanitaires compétentes, il y a des restrictions de déplacement, il y a beaucoup de restrictions pour justement lutter contre la propagation de la pandémie. Donc, c'est très important de respecter ces mesures sanitaires et donc c'est pour cela, toutes les universités marocaines, nous sommes prêtes à une rentrée en mode avec tenant compte des nombres limités dans les amphis, dans les salles les salles de cours, donc à une rentrée totalement en ligne. Toutes les universités marocaines, ils ont développé des plateformes d'enseignement à distance. Donc on est tout à fait prêt pour une rentrée en ligne ou hybride, surtout pour l'entrée, tout ce qui est accès régulé, où nous avons de très petits effectifs, une trentaine d'étudiants par salle de cours. Donc nous sommes prêts à ces modes d'enseignement à distance pour l'accès ouvert, où nous parlons de milliers d'étudiants. À l'université Hassan II, nous avons 125 000 étudiants et donc pour l'accès ouvert, c'est plusieurs dizaines de milliers d'étudiants. Donc là, automatiquement, c'est l'enseignement en ligne tenant compte de des conditions sanitaires actuelles. Bien évidemment, s'il y a une amélioration, et c'est ce qu'on espère, on est tout à fait prêt à passer progressivement vers bien sûr l'hybride avec des nombres de présence donc dans les amphis en nombre très limité restreint. Et dans le respect total des conditions, des recommandations des autorités sanitaires compétentes. Professeur Hayar, la grande nouveauté de la prochaine rentrée, c'est bien l'entrée en vigueur du système bachelor qui consiste en un apprentissage en 4 ans plutôt que 3. Quels sont ses principaux et que va-t-il apporter à l'étudiant en termes de cursus, de spécialité et de pédagogie pour réaliser l'objectif ultime, la meilleure adéquation avec le marché de l'emploi ? Oui, tout à fait. Bon, vous savez, l'enseignement est un processus évolutif qui suit l'évolution de la société et du marché du travail. Donc, bien évidemment, la société évolue. Comme vous savez, les métiers d'aujourd'hui ne sont pas les métiers de demain. Donc, forcément, le système d'enseignement doit évoluer. Et justement, la réforme portée par notre ministère de tutelle, la réforme du bachelor, elle vise justement à apporter une grande flexibilité dans l'enseignement parce que vous savez,
savez, l'enseignement de la licence qui était adapté dans un contexte, le contexte avant, n'est plus adapté actuellement. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de métiers qui changent, donc il faut une grande flexibilité. Et le bachelor, il permet à l'étudiant de changer de spécialité depuis la première année, deuxième année, selon le projet de carrière qu'il est en train de construire. Et ça, c'est une grande innovation pédagogique parce que ça permet à l'étudiant d'adapter justement sa formation en fonction de son projet de carrière. Donc ça, c'est une chose très importante et ça permet donc aussi de baisser le taux de décrochage parce que le système de licence qui était rigide, puisque l'étudiant inscrit dans une filière ne peut pas changer de filière ou bien il doit quitter la filière et redémarrer de zéro. Et ça, c'était dommage. Vous avez des étudiants qui passent une année, 2 années à l'université et repartent de zéro parce qu'ils ont décidé de changer de filière. Ou bien ils décrochent totalement. Nous avons 30% de décrochage quand même dans les universités. Donc, c'est des dizaines de milliers d'étudiants. Donc, le système du bachelor, il apporte cette flexibilité d'un côté. Il y a aussi la dimension langue et soft skills. Parce qu'on ne forme pas juste des techniciens, on forme aussi des citoyens qui doivent avoir des compétences personnelles, des compétences de leadership, des compétences entrepreneuriales, des compétences de communication. Et ça, et les langues, bien évidemment, vous savez, les langues internationales sont très demandées. Et même la maîtrise de la langue arabe et pourquoi pas la mazir aussi. Donc, c'est très important de maîtriser les langues. Et donc, tout cela manquait dans le système actuel. C'est pour cela que le bachelor apporte cette flexibilité. Bon, c'est sur 4 ans, mais vous savez, le taux de réussite moyen après l'expérience des licences, c'est 4 ans et demi, 5 ans. Les étudiants, la majorité obtenaient la licence en 4 ans et demi, 5 ans. Donc, le fait d'avoir un bachelor en 4 ans, ça change pas de la moyenne actuelle, sachant que les étudiants qui peuvent avoir un nombre de crédits rapidement, ils peuvent valider le bachelor en 3 ans. Et c'est ça, ça c'est la deuxième innovation du bachelor, c'est le système de crédit. C'est-à-dire l'étudiant, il doit avoir réussir un certain nombre de crédits et non plus un certain nombre d'années. Et ça, c'est fondamental. Donc, nous comptons énormément sur ce nouveau système. Vous savez, il démarre en 2 années. Donc, cette année, c'est plutôt des filières pilotes dans les universités. À l'université Hassan II, nous avons plus d'une trentaine de filières qui vont être lancées dans différentes disciplines, sachant que nous avons plus de 500 filières. Donc, vous voyez, c'est vraiment un faible nombre cette année. Donc, l'année prochaine, ça sera une mise en place un peu plus massive. Donc, ce sont des filières pilotes pour qu'on puisse mettre en place les systèmes, justement, pour enseigner les langues à des dizaines de milliers. Ce n'est pas comme dans une petite classe de 30 élèves. Donc, il faut les plateformes digitales. On s'appuie énormément sur les digitales pour les langues et pour les soft skills et pour cette flexibilité, justement. Donc, c'est une année pilote. Nous comptons énormément sur la maîtrise de cette année pour pouvoir, avec le ministère et toutes les universités, nous travaillons énormément ensemble, la main dans la main, avec un partage d'expériences et des bonnes pratiques pour qu'on puisse mettre en place l'année prochaine le bachelor dans les meilleures conditions. Professeur Hayer Awatif, président de l'université Hassan II de Casablanca, merci pour ces précisions. Merci à vous. Focus maintenant sur une problématique qui a pris de l'ampleur ces derniers temps avec la crise sanitaire, des difficultés à accomplir les formalités liées à l'obtention du certificat de décès par les familles. À quoi est dû ce constat? Réponse dans ce reportage à Marrakech de Soumaya Belayachi et Mu'tasim Billah El-Bouazaoui avec un commentaire de Zakaria Mouqin Billah et Mohamed Leshkar. Au service de médecine légale du CHU Mohamed VI de Marrakech, une foule danse à l'épreuve des mesures barrières. Ce sont des proches de personnes décédées justement du Covid-19. Depuis les premières heures de la matinée, ces gens attendent leur tour pour accomplir les formalités nécessaires et récupérer les corps de leurs proches. Nous avons voulu accomplir les formalités administratives dès hier, mais on nous a dit de revenir ce matin. Nous sommes là depuis 8h30. On nous a informé que pour les cas de décès liés au Covid, il faut l'aval du responsable de la morgue. Nous l'attendons toujours. Nous sommes là pour récupérer le corps d'une proche décédée du Covid. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu encore l'identifier. Nous attendons depuis 9 heures. Plusieurs documents sont exigés aux familles pour recevoir les corps de leurs proches. Le certificat de décès en premier. CHU, bureau communal d'hygiène. La remise du corps nécessite l'intervention de différents services. Une opération rendue difficile à cause de la recrudescence du nombre des décès.
Nous, on fait préparer les cadavres dans des cercueils selon des protocoles adaptés. Et puis, il y a le bureau municipal d'hygiène ou le bureau communal d'hygiène qui s'occupe du reste, c'est-à-dire le transport des cadavres. Et donc, l'attente des citoyens, il est lié à l'attente du transport par les services des bureaux communaux d'hygiène. Manque de moyens et sous-effectifs au niveau des services de médecine légale. Formalités administratives compliquées, en plus de la pression exercée sur ces services. Autant de facteurs qui expliquent les retards observés pour l'obtention des attestations de décès liées au Covid-19. Place à présent à notre rubrique quotidienne consacrée au programme des partis politiques dans la perspective des élections générales du 8 septembre. Ce soir, la parole est donnée à la secrétaire générale du PSU, Nabila Mounib. Au sein du Parti socialiste unifié, nous sommes tous pleinement conscients des défis auxquels le Maroc est actuellement confronté. Et je pense que le Maroc peut replacer ses cartes et occuper une place encore plus stratégique sur l'échiquier international. Et je dirais que le premier défi est lié à la mondialisation. La mondialisation qui est arrivée au point du non-retour, qui a provoqué de grandes catastrophes naturelles et qui a davantage creusé les écarts sociaux. Et avec la pandémie du Covid-19, la situation s'est malheureusement davantage compliquée et détériorée. Le deuxième défi concerne les conflits géostratégiques. La carte mondiale des superpuissances est en train de changer. Les rivalités entre la Chine et les États-Unis ne cessent de se renforcer. La position géographique de l'Afrique est stratégique. Mais notre continent reste, comme vous le savez, un terrain de conflit et de convoitise. Le troisième défi se rapporte aux énergies renouvelables. Les énergies alternatives et l'eau feront certainement l'objet des combats de demain. Et dans les prochaines années, le Maroc doit être capable de défendre ses intérêts suprêmes et faire des priorités de son peuple son cheval de bataille. Pour bâtir une société prospère où les gaps sociaux sont inexistants, nous insistons également beaucoup sur la transition démocratique, sur la séparation des pouvoirs, sur l'indépendance de la justice, sur la reddition des comptes et sur la réforme du système éducatif et celle de l'administration publique. Nous devons également rétablir la confiance et renforcer le sentiment d'appartenance et de bonne citoyenneté chez nos concitoyens. Ces nobles valeurs impliquent naturellement un combat acharné et sans faille contre la turpitude morale et la corruption. Nous militons également pour une équitable répartition des richesses nationales, car qui dit justice sociale dit finalement cohésion sociale. Nous devons également lutter plus efficacement contre le chômage et créer de postes d'emploi supplémentaires, surtout au profit des jeunes. Pour atteindre les objectifs que je viens d'énumérer, le Maroc doit amorcer une nouvelle ère politique. Une ère plus libre, avec une réconciliation historique avec les citoyens du Rif et toutes les zones reculées du royaume. C'est ce qui permettra d'asseoir les conditions et les bases d'un nouveau contrat social en fait. Un contrat qui viendrait rompre avec les vieux passifs. C'est seulement ainsi que nous pourrons préserver l'intégrité territoriale du Maroc et faire du Maroc le pays le plus rayonnant de tout le Maghreb, voire de toute l'Afrique. Le Parti socialiste unifié accorde une place de choix aux jeunes. Nos jeunes militants dirigent également plusieurs antennes locales et régionales. Nous en faisons d'ailleurs des têtes de liste pour les législatives. Vous savez, les jeunes représentent plus de 30% de la population marocaine et seulement 1% d'entre eux sont politiquement actifs. Il est donc clair, comme de l'eau de roche, qu'il faut s'intéresser à cette catégorie en veillant à bien la former et à bien la préparer aux défis de demain. Au plan national, le taux de chômage chez les jeunes dépasse les 70%.
Dans certaines villes, 45% des jeunes sont concernés par ce fléau social, y compris les diplômés. C'est donc un grand chantier social. Et pour le réussir, nous recommandons de réserver 6% du budget national à l'éducation, 2% à la recherche scientifique et 2% aux jeunes et au sport. La transparence, l'honnêteté et une réelle conscience politique pour défendre les intérêts du Maroc. Nous pouvons bâtir le Maroc auquel nous aspirons tous. Un Maroc où règne la démocratie, la justice sociale, l'espoir et les vraies actions. Un Maroc qui dit ça suffit à ceux qui se sont excessivement enrichis. L'épisode de canicule se poursuit partout dans le pays. Ça dure depuis quelques jours déjà avec des températures records. Un niveau de vigilance orange et même rouge dans plusieurs provinces où le mercure grimpe jusqu'à 49 degrés. Ces températures concernent essentiellement les régions du Souss, du centre, du sud, du nord, mais aussi les plaines du Seis avec une moindre intensité les côtes atlantiques et les plaines atlantiques nord. Et ce temps caniculaire accompagné du Chergui rend difficile le dispositif humain et technique déployé dans la forêt Sougna dans la province de Chefchaouen qui lutte toujours contre les flammes depuis samedi. 1100 hectares sont partis en fumée. D'importants moyens sont toujours mobilisés. Pas moins de 500 éléments des eaux et forêts, de la protection civile, des forces auxiliaires, des forces armées royales et de la gendarmerie royale. D'importants moyens humains appuyés par 4 Canadair des forces royales air et 4 avions de la gendarmerie royale. Écoutez ces précisions de Mohamed Darraji, commandant régional par intérim de la protection civile, région Tanger-Tétouan el-Hoceïma, propos recueillis par Fnachak el-Alaoui et Abdelali Genouni. Comme vous le savez, c'est le 4e jour d'intervention dans ce grand feu de forêt concernant la province de Chefchaouen. Tous les efforts les intervenants ont été déployés, que ce soit au niveau terrestre ou aérien. Toujours on essaie de maîtriser le feu. Et à signaler que la superficie brûlée à cet instant, 1100 hectares, dont 60% des essences secondaires. Du sport à présent, la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera au Cameroun où les équipes participantes à la prochaine CAN connaîtront leurs adversaires de groupe après le tirage au sort qui prend place à Yaoundé au Cameroun, pays hôte. Les Lions de l'Atlas sont assurés d'être tête de groupe grâce à leur classement général. Ils vont ainsi éviter de rencontrer au premier tour le Cameroun en plus du Sénégal, la Tunisie et le Nigeria. Le deuxième chapeau reste lui aussi assez relevé avec la présence notamment de l'Égypte, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Beaucoup d'entre vous l'ont certainement visité, sa sérénité, ses paysages, ses plages sauvages, ses dunes blanches, sans oublier le segment des sports de glisse, font d'elle une destination mondialement connue. Dakhla, c'est tout cela à la fois, et bien plus encore. Malgré un contexte pandémique, la perle du Sud a de la visite. C'est un reportage de Bkar Dlimi, Mohamed Iddes, Mounier Marouche et Oumaima Ramdi. Le bleu de la mer contraste avec le gris du sable saharien. Voilà ce qui fait tout le charme de la ville de Dakhla. Son emplacement entre l'océan et le désert, ses dunes de sable et ses plages sauvages ont suffi pour propulser cette cité en tant que hub touristique par excellence. Les touristes sont les bienvenus à Dakhla et dans toute la région. Comme vous savez, la région de Dakhla Ouad Dahab recèle plusieurs monuments historiques et regorge de très beaux sites naturels. On peut citer le site de l'Ghrid et celui de la Dune Blanche par exemple.
Attractive et accueillante, la ville de Dakhla séduit également les passionnés et professionnels des sports de glisse et des sports de grande aventure au gré des vents et des vagues. Reconnue mondialement comme une destination de choix pour le kitesurf grâce à ses conditions climatiques exceptionnelles, mais pas que. Nous travaillons à ce que l'offre touristique de la région Dakhla Ouad Dahab soit diversifiée et attractive. Une offre qui permet de découvrir à la fois les atouts naturels, l'artisanat et les spécificités culturelles de toute la région. Les monuments historiques de la province d'Aous Serdé de Dakhla sont également inclus. On ne peut pas visiter la ville de Dakhla sans s'offrir une échappée des plus agréables dans le petit musée du Maroc saharien. Une mémoire vive de l'authenticité du patrimoine culturel hassani, un des points forts de la Perle du Sud. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. Demain à 19h, c'est vos clubs que vous retrouvez. À bientôt.